vendredi à 13h, c'est l'heure du sport sur IDFM 98 FM. Place à l'initiative sport. Chaval est KO. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois ça, c'est pas vrai. Petit pi, allez un petit dunk. Quelle action du Stade Français, c'est magnifique. C'est parti. Le drop de Wisniewski va-t-il passer entre les poteaux? C'est manqué. Je pense que je peux faire un bon travail pour aider le PSG à devenir un grand club en Europe. Bonjour à tous, bienvenue pour Initiative Sport, l'unique rendez-vous sportif sur IDFM 98 FM, comme chaque semaine, comme chaque vendredi 13, et bien sûr comme chaque vendredi 13h, je retrouve mes lions indomptables, Eddy Amari, Linden Lutello et Greg Drouillat. Bonjour messieurs. Salut Manu, salut à tous. Bonjour à tous. Salut à tous. Greg, les infos du jour, t'as été le premier à répondre, tu seras le premier à teaser. Et on attend une grande nouvelle transfert. Voilà, pas boire. Du teaser, bien sûr, du teaser, on aura tout compris. La nouvelle transfert du jour, c'est sorti hier soir, assez tard dans la soirée. On va dire vers 22h30, on a lu un message de Silvio Berlusconi qui aurait dit à la Gazzetta dello Sport que Thiago Silva et Ibrahimovic arriveraient au PSG. Ah, grande nouvelle, on va en parler tout au long de cette émission. Mais je me retourne tout de suite vers Linden et Eddy, parce que aujourd'hui, nous allons à nouveau débattre, un nouveau débat qui va être assez long d'ailleurs. Exactement. Et de quoi allons-nous parler, messieurs? On va parler de tout le programme sportif du mois de juillet qui est très chargé. Déjà le Tour, oui en effet le Tour de France, on arrive enfin dans les étapes de montagne, les victoires françaises, donc le Tour de France il sera là dans Initiative Sport. Ensuite on va parler tennis justement avec la grande émotion qu'on a vécue avec Andy Murray et les larmes, et parce qu'il est tombé justement sur un rock, Roger Federer, et on va justement se demander est-ce que ce Roger Federer est le plus grand joueur de tous les temps? Alors restez avec nous, gros programme chargé en perspective aujourd'hui. Et puis bien sûr, il est 13h, vendredi 13, passé de quelques minutes. N'oubliez pas de réagir tout au long de l'émission en nous envoyant vos coups de gueule ou vos coups de cœur sur idfm98.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. C'est l'heure d'Initiative Sport. Les rendez-vous sportifs du week-end dans votre région, c'est tout de suite, tout de suite, dans Initiative Sport sur IDFM 98 FM. 28e émission, vous connaissez la formule. En première partie, on retrouve le journal des sports de Grégory Drouillat. Et comme chaque semaine, on débute avec du football, le mercato et le chéquier parisien qui est en train de surchauffer, à en croire nos confrères italiens, Greg. C'est ça, on va parler la semaine du PSG. On va commencer quand même avec la petite nouvelle. Paris a fait son premier match mercredi, premier match de l'année. Ils ont gagné 9-0 contre une équipe de Détroit autrichienne, Stegensbach. Ils sont actuellement en stage là-bas. Donc des buts de Chantôme, un doublé de Gamero, un but de Louis Ndoula même. Louis Ndoula a remarqué sous le maillot du PSG. Donc voilà, ça se fait, on peut me mettre un coup de sifflet, ça se fait. Non mais surtout à souligner un très bon Pastore. Très bon Pastore et un très bon Kebano. Ouais. Kebano qui a mis un doublé dont un but, je sais pas si vous l'avez eu chers auditeurs, mais il faut aller le voir parce qu'il a dribblé 4 joueurs dont le gardien, c'est vraiment pas mal à voir. Bah voilà, après maintenant on va parler donc de l'affaire encore, on va quand même dire l'affaire parce que Thiago Silva, ça depuis un mois il devait arriver, il est pas venu, on reparle, il est là et là il amène dans ses valises un certain Zlatan Ibrahimovic. Si vous avez pas vu France-Suède, regardez France-Suède. Il a mis un beau but en plus. Voilà. Juste pour le but de France-Suède, je pense que il faut regarder ce que vaut Zlatan Ibrahimovic. Comment ça s'est passé mercredi, Monsieur Galliani, donc le directeur général du Milan AC, a dit en conférence de presse que s'il avait une offre importante, il pourrait vendre ses joueurs, parce qu'on va quand même le dire, la vente de ces deux joueurs fait économiser 170 millions d'euros sur 2 ans au Milan AC, Milan AC qui a des gros soucis financiers. Donc c'est gros soucis financiers et surtout le Milan a perdu beaucoup de joueurs cette intersaison. Inzaghi, Gattuso, Seedorf, Nesta, des joueurs à remplacer. Et puis j'insiste là-dessus messieurs, mais Monsieur Berlusconi a aussi une campagne à financer. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure hors ça, micro. je ne mêlerai pas à ça. Mais c'est vrai, c'est toujours été comme ça. J'avais une question, Greg, toi spécialiste de transfert. Quelle est la différence maintenant entre cette annonce de Thiago Silva et Ibrahimovic par rapport à ce qu'on a pu voir TVS, Pato ou Beckham, qui étaient des sources très proches aussi? Il n'y a pas forcément non plus de différence. Bon là, la différence c'est quand même Berlusconi aurait dit oui, on les a vendus. Alors qu'à l'époque, Berlusconi n'avait jamais dit oui, on les avait vendus. C'était plus Galliani qui fait on va les vendre. Et après, c'était Berlusconi qui arrivait, qui disait justement non, on vend pas parce qu'il faut qu'on garde nos meilleurs joueurs dans notre club. Là, c'est lui qui aurait dit oui.
Après, après, faut attendre toujours la signature. Toujours, c'est clair, faut attendre Il y l'officialisation. a l'agent de Ibrahimovic qui était là hier pour négocier à Paris. On parle d'un salaire de 15 millions, c'est ça, 15 millions net d'impôts. Parce que Ibrahimovic ne veut pas de salaire impôt, donc ça fait 30 millions pour et je crois qu'il dit, le tu me Paris disais tout à Saint-Germain. l'heure que Nike pourrait prendre, Voilà. c'est ça. Nike, sponsor de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, Pourrait prendre prendrait une partie de leur salaire. Voilà. Mais bon, maintenant, les finances et le Paris Saint-Germain, ce n'est plus un souci. Et les transferts, on va C'est dire juste quand une même- question d'éthique et pour que le club aussi a un signe à envoyer à savoir si le club surpaye ses joueurs ou non dans les prochaines négociations. En tout cas, sachez-le, Eddy a déjà son maillot Ibrahimovic Non, sur lui. non, alors là, pas du tout. J'ai un maillot Djorkaeff, j'ai un maillot Leonardo, mais j'attends toujours que le joueur s'inscrive dans la légende. Et puis je ne suis pas supporter du PSG officiellement, Lindel. On va quand même dire les chiffres quand même, ce sera 60 millions d'euros sans les bonus, avec les bonus ça pourrait monter à 65 millions d'euros. Voilà. Belle affaire pour le Paris Et Saint-Germain. Verratti, on en parlait la semaine dernière, Verratti devrait arriver aussi lundi. Voilà, lundi, tous les trois joueurs devraient être annoncés normalement. Enfin, devraient être présentés plutôt. Petit mot sur le reste des transferts quand même, parce que ça commence quand même pas mal à bouger autre part. Milan AC qui devrait quand même chercher des Ils successeurs. ont des sous maintenant. Voilà, ils vont avoir des successeurs. On parle de Tevez et de Dzeko, Manchester City, et de Dédé, un défenseur du Vasco de Gama au Brésil, pour remplacer donc Thiago Silva. Dédé, c'est l'ancienne Dortmund Non. ou non? Ok, non, parce que je disais, ça pareil. faisait vieux quand même pour Après en France, Lille a acheté Salomon Kalou. Ils sont aussi sur Ibrahim Afellay. Ils commencent à mettre le paquet sur Afellay. Amouma, un jeune joueur qui était vraiment pas mauvais du championnat de France de Caen, qui devrait signer à Saint-Etienne. Et puis Marseille qui sert. Après Raspantino, le fameux Raspantino, l'ami d'Eddy. Et ben ils sont sur l'attaquant de Valenciennes, Aboubacar. Ah bah, il Qui y a est pas- du lourd. Ouais, c'est pas mauvais. Oh le flambeur. Mais Marseille c'est plus côté départ Mais- parce qu'on a ouvert les portes. On a vraiment ouvert les portes cette semaine à Marseille. On a dit que André Ayou était transférable, que Diarra devrait partir, que Mbia devrait partir aussi. Donc ça va être. Surtout Mais- Margarita Loudrefus s'est présentée devant la DNCG avec Elle la a dit- Brune il y a Elle a dit quelques qu'elle voulait semaines. partir aussi, non? C'est dans les petits tuyaux apparemment. Elle pourrait vendre le club de Bien cette sûr. année. Ouais. Mais pour en revenir sur ce Aboubacar qu'on parle de Valenciennes, on rigole, mais j'ai vu quelques matchs où il était pas Très, mauvais. très- moi, je le trouve Oui, très, très bon il aussi, était c'est pas Daniel mauvais. Hein. Alves, Il a 19 beaucoup ans. touché les poteaux dans quelques matchs que j'ai vus. Mais non, c'est vrai, des fois on n'a pas de chance, mais C'est j'ai bien pas parti. il était pas Marseille mauvais. pourra mettre, parce que Valenciennes va au moins demander 7-8 millions, je pense. Donc est-ce que Marseille pourra les mettre? Enfin 7-8 voilà. quoi. millions pour Aboubacar. C'est possible. ouais. Voilà. Ils vont faire une gignac. Quand le PSG met 13 millions pour un joueur de série B, Ça a strictement rien à voir. Parce qu'Aboubacar, excuse-moi, il n'y a pas le Milan AC ou la Juventus dessus. Et puis Tottenham, c'est que Tottenham aussi qui a avec son nouvel entraîneur Villas-Boas. On parle de plus en plus du Golioris à Oui. Tottenham. Ah. Les deux clubs se rapprocheraient. Jean-Michel Aulas voudrait 20 millions. Tottenham en mettrait 17 pour le moment. Donc on pense que on va trouver un accord. Luka Modric qui joue à Tottenham, qui devrait s'en aller au Real Madrid. L'accord est proche autour de 35 millions. Et Ça, j'y pour crois peu, remplacer, ça, par contre. le Real a dit qu'il mettrait pas plus de 25. J'ai lu ça récemment. et ben j'ai selon le As d'hier, il serait prêt à mettre les 35 là. Luka Modric, super joueur, mais pour si le Real l'achète, c'est pour jouer où? Et oui, on sait pas, on va voir Mettre peut-être 35 que millions d'euros sur un joueur pour aller sur le banc? T'as vu la qualité des bancs de Real ou il va pas? jouer. Ouais, mais il va prendre la place d'Ozil. Peut-être de Kedira ou il va peut-être jouer Oh, plus bas. Ouais. c'est un 10 à l'ancienne, je le vois pas dans. Ou peut-être Mourinho va Je faire crois- évoluer. Et je juste crois pour pas du remplacer tout à Modric, Villas-Boas voudrait ramener un compatriote en la personne de Moutinho, qui a fait un Un très beau joueur. Ouais. Et excuse-moi de te couper, Greg. Comme t'es sur Tottenham, je voulais te dire, tu parles pas de la signature de Ah oui, Vertonghen, si, je voulais en parler, capitaine de Vertonghen. l'Ajax. Un très très bon joueur, une très très belle recrue, le défenseur central. Donc, qui est- je l'annonce, la Belgique, finale de la Coupe du Monde 2014. Ah, Écoutez-moi. Et puis la grande arrivée de la semaine quand même à Lille, c'était le grand dieu Salomon. Ouais, Salomon Kalou. On va en parler. On en a parlé. C'est vrai, on en a parlé la semaine avec dernière. Afella qui devrait arriver. Mais ça, comme quoi ça se confirme. On donne des bonnes informations sur Initiative Et- Sport, donc. J'avais entendu aussi, il parlait en cas de départ de Debuchy, il parlait de Bousingo. Est-ce que t'as eu des infos sur ça? Debuchy devrait rester l'année prochaine. Ah, il devrait rester. Ouais. Ok. Et le Real Madrid est sur Bosingwa. Voilà. D'accord. Et ben voilà. Juste Voilà un Pas dernier- pu acheter Maicon. Voilà. Juste pour un dernier mot, c'est hors transfert, mais quand même saluer la retraite de Guti, 37 ans, l'ancien joueur du Real Madrid. Il a pris sa retraite hier. Il n'a pas trouvé d'accord avec le club anglais de West Ham. Parce qu'il voulait pas Donc faire il de a test, annoncé c'est ça officiellement sa retraite. C'était quand même un grand joueur des années 90-2000. Lui qui Et joue et qui a fini en Chine. qui a je me fini trompe pas. et qui était au Besiktas aussi. Qui était au Tout à Besiktas fait. pendant longtemps. Un coup de cœur, Diego Forlan qui quitte l'Inter Milan Ouais. Oui, qui pour va au partir au Brésil. Brésil. Voilà. Donc bravo à lui.
Voilà, on a Même fait tout s'il le a monde. pas une belle saison à l'Inter. On a vu tout le monde. Oui, c'est parfait. On peut passer peut-être. Non, on continue Voilà, sur messieurs, les transferts. applaudissements quand même pour Diego Forlan. Bravo Diego. Merci Eddy. On passe tout de suite bien sûr. On reste en fait sur les transferts, on reste sur le mercato, mais ce coup-ci on va partir du côté du basket parce que c'est un Outre-Atlantique. outre-Atlantique. En NBA ça a beaucoup bougé et les Français ont été au cœur des transactions cette semaine. Il y en a partout en NBA. Là, franchement, c'est pire que le football. Les San Antonio Spurs vont se retrouver avec 3 Français puisque on l'a appris avant-hier. Boris Dio a signé 2 ans. On rappelle, Boris Dio était arrivé l'année dernière en milieu de saison. Il a signé 2 ans au San Antonio Spurs. Il a dit qu'il habiterait plus chez Tony Parker, donc il va vraiment. Bah, il va Tony s'acheter Parker, sa il a maison. de la place en tout cas. Je sais Ouais. pas si vous avez de la chance de voir le dernier intérieur sport, mais Ouais, bon. il est pas Moi, mal. je vivrais bien chez lui. Hein. Un autre Français arrive aux Spurs, c'est Nando De Colo qui joue à Valence, c'est qui vrai. avait été drafté par les Spurs il y a 2 ou 3 ans, et donc il arrive cette année aux Spurs. Il a signé pareil 2 ans. Et un 4e Français va peut-être jouer pour les Spurs parce que Alexis Aginsar fait actuellement la Summer League pour les Spurs. Donc s'il est très très bon, les Spurs vont peut-être le recruter. Autre Français qui est transféré en NBA, Yann Maimi, le champion NBA de Dallas, signe pour 4 saisons à Indiana, et Johan Petro qui jouait à Brooklyn, l'ancienne New Jersey Nets, qui signe au Atlanta Hawks. Et puis Batum, l'affaire Batum, ça devrait se finir, il devrait signer au Minnesota Timberwolves. Ah, Brooklyn, c'est le club de Jay-Z, c'est ça? Tout à C'est fait. ça, ouais. Ancien New Jersey Nets qui est devenu Brooklyn. Voilà pourquoi je n'aime pas la NBA. Un club, c'est Et, New Jersey, après ça devient Dwight Howard ne Brooklyn. va pas signer Et- au Brooklyn Nets. Ça, c'est une Ah grosse tiens, ça info. c'est une grosse info ça parce qu'on Il l'attendait. Parce que Brooklyn a signé son pivot Brook Lopez, le grand Brook Lopez, et Dwight Howard pourrait filer à Houston. Alors ça, on sait pas, on va voir. Peut-être. On va voir ça. En tout cas, nous de notre côté, on va passer au cyclisme puisqu'aujourd'hui, vous le savez, c'est la 12e étape quand même, déjà la 12e étape de ce Tour de France. Tour de France un peu morose quand même, un petit peu 12e compliqué. étape, la plus longue étape La plus de longue ce Tour étape, tout de à France, 226 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Annonay d'Avézieux, avec 2 cols de première catégorie, donc ça pourrait être un petit peu plus animé. On va voir. Hier, c'était pas mal quand même, hier. Ouais, Petit cocorico quand même. quand même. Doublé français hier avec une troisième victoire d'étape pour les Français, puisque Pierre Roland s'est imposé en haut de La Toussuire. Il devance Thibaut Pinot. Alors lui, c'est vraiment la révélation française de ce tour. Le plus jeune du tour. Le plus jeune du tour. Il a gagné son étape. Hier, il a fait une démonstration dans la montée de la Toussuire. Thomas Vauclair avait gagné avant-hier, donc les Français se portent plutôt bien. Ils sont remontés. Pierre Roland est 9e au classement général à 8 minutes 31 du leader, toujours Bradley Wiggins. Et Pinot est 10e à 8 minutes 51, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Oui, ça sera prévu dans le Voilà. débat, mon cher Greg. Vous écoutez IDFM 98 FM. Place au reste de l'actualité sportive dans votre région. En handball, le Paris Handball est bien devenu le Paris Saint-Germain Handball. Le club s'est également offert Lucas Ballot, l'ailier international français, a signé pour 4 ans. Un transfert estimé à 500 000 euros. C'est une somme énorme, messieurs, 500 000 euros en handball. C'est comme si Cristiano Ronaldo signait 95 millions en Real Et Madrid. puis Lucas Ballot, c'est un super joueur. C'est un très très bon joueur. Prochaine cible du club du PSG Handball, faut le dire maintenant, PSG Handball, le gardien international espagnol de Valladolid, José Manuel Sierra. En athlétisme, place au meeting de la Ligue de Diamant à Londres ce soir. Enfin, en moto, on dispute le Grand Prix du Mugello, le fameux Grand Prix du Mugello, à suivre côté français, Louis Rossi en moto 3. Juste pour revenir sur le PSG handball. Oh, dès qu'on parle du PSG, voilà. c'est pas Non, possible non. ça. Parce qu'il y a un très bon papier, cette semaine, il me semble, c'était sur RMC Sport, une interview de Jean-Claude Blanc qui expliquait comme quoi leur modèle était le Real Madrid et Barcelone, et qui voulait vraiment faire du PSG un club omnisport. Jean-Claude Blanc qui s'occupe du PSG Handball également. Voilà. Écoutez, je crois que tout est dit, messieurs. On peut passer, bien sûr, à J-14. Plus que 2 semaines avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Préparez vos billets d'Eurostar, vos plumeaux anglais, votre maillot à la rose ou au lion royal. Vous l'aurez compris. C'est l'heure, bien sûr, du journal des JO. Allez Hussein, allez mon vieux, Hussein Bolt dans la dernière ligne droite. Allez Christophe, allez David, allez Martial, avec un super départ. Evan Sullivan, Alain Bernard, et champion champion Il l'a fait. Aujourd'hui, là, c'est ce que tu valais, et puis maintenant, Ouais, il l'est. il y a peut-être une dernière action de grandeur. putain, on est au show, on arrive quand même à se faire carnat, moi, ça me dégoûte la boxe.
Le journal des JO et son incroyable et toujours le même jingle qu'on aime toujours autant. On l'apprécie. Greg, les infos, c'est toujours ce qu'on préfère. 2 semaines, messieurs. 2 semaines. Dans 2 semaines, on aura le droit à la cérémonie d'ouverture. Dernière petite news, on va parler de nos champions olympiques français de handball qui préparent les JO au tournoi, à l'Euro-tournoi de Strasbourg, où ils affrontent aujourd'hui la Tunisie. Alors ça s'appelle l'Euro-tournoi, mais on joue la Tunisie, donc allez comprendre, je sais pas trop. Après, ils affronteront dimanche soit l'Islande, soit l'Espagne. En basket, une nouvelle, une surprise même, Yacouba Diawara qui n'était pas à la base dans les 12 Français sélectionnés, il remplace Charles Caudi. C'est vrai que Diawara a fait un très très gros match contre l'Espagne, même si la France a perdu en préparation. En cyclisme, on a appris le forfait du luxembourgeois Andy Schleck. Il était déjà forfait pour le Tour de France et je pense qu'il se préserve pour la Vuelta dans la mesure où le parcours ne lui est pas trop favorable. En natation, un autre forfait, celui d'Amaury Levaux, juste sur le 200 mètres. Il préfère renoncer pour privilégier le 50 mètres et le 4x100. Son temps de l'année était vraiment très très loin de Yannick Hanel qui est le favori, et plus de 2 secondes, donc il préfère se retirer. Et puis en foot, les Françaises, très très beau parcours en ce moment, les Françaises. C'est prometteur. Sont vaincues. On espère que ça va aller jusqu'au bout. Elles sont vaincues, elles ont encore battu la Russie avant-hier soir. Dernier match de préparation contre le Japon, les championnes du monde en titre, jeudi prochain au stade Charletti. Si vous voulez y aller, c'est à 17h15. Et c'est 5 € la place. Ah, merci Eddy. Attends, je Allez, vais remettre les applaudissements là. On est dans tous les dossiers. Non, c'est parfait. Allez voir parce que l'équipe de France contre les championnes du monde, c'est vraiment pas mal. Allez voir ça. Merci Eddy pour cette information, je voulais te le dire. Tu fais une belle promotion, je trouve, du foot féminin. Merci et on te remercie jamais assez pour ça, voilà. Merci beaucoup, toi aussi Greg. Tout de suite, bien sûr, vous l'aurez compris, le débat de la semaine. D'habitude, j'ai toujours l'habitude de dire high level jingle, mais non, ce sera Emmanuel Moine. Jingle, s'il vous plaît. Et c'est l'heure du débat. Vous écoutez Initiative Sport sur IDFM 98 FM. À ma gauche, Linden Lutello, à ma droite, Eddy Amari. Le principe est simple, 15 minutes de débat, 3 sujets et un arbitre de choix, vous l'aurez compris. Emmanuel Moine. Voilà, Emmanuel Moine. La collection de sifflets est avec nous. D'ailleurs, mes amis, IDFM, réfléchirait déjà à mettre à notre disposition la vidéo pour vous juger et pour voir surtout si vous êtes sérieux sur la ligne de but. Donc attention, méfiez-vous, soyez sages. La vidéo nous aidera aujourd'hui. Messieurs, on commence par une bien triste nouvelle. Vous le savez, Rémi Di Gregorio, ancien grand espoir du cyclisme français et coureur de la Cofidis, a été mis en examen hier pour détention de procédés et produits interdits sans justification médicale. Si le coureur nie toute pratique de dopage, il aurait en fait été placé sur écoute depuis le mois d'août 2011 lorsqu'il court à l'époque pour Astana. Et lundi, le coureur marseillais aurait été interpellé à Bourg-en-Bresse sur le parking de l'hôtel de son équipe. Il était alors en compagnie d'un autre homme, un naturopathe, c'est le nom, qui portait des valises en fait au contenu encore un peu suspect. Des années sont en cours. On écoute tout de suite la réaction du directeur sportif de la Cofidis, Yvon Sanquer. On arrive un matin dans cette situation-là, donc forcément c'est un mélange de stupeur, certainement de colère et d'incompréhension. Alors avec Greg, on a réfléchi toute la semaine à comment traiter cette information, ne pas tomber dans la dénonciation omniprésente du dopage dans le cyclisme. Ne tirons pas sur l'ambulance, mais posons-nous cette question. Faut-il, messieurs, être dupes si cette affaire doit s'avérer juste? Peut-on réellement penser que la Cofidis n'ait aucune responsabilité dans cette affaire? Grosso modo, c'est est-ce que vous croyez le discours du directeur sportif de la Cofidis que l'on vient d'entendre, à savoir Yvon Sanquer? Je pense, j'ai du mal à croire à ces discours parce que forcément on a inculpé une personne. C'est sûr qu'on touche à l'image d'un groupe et autres, ils vont jamais dire oui, on était au courant, on était complices. Alors que j'entendais récemment un reportage, j'ai plus la source, qui disait souvent que beaucoup de sportifs, mais surtout en cyclisme, étaient dopés et qu'aujourd'hui les contrôles antidopage avaient beaucoup de retard justement par rapport à ce qu'ils faisaient actuellement, donc on pouvait presque plus rien voir. Et ça m'étonnerait beaucoup que pour ces équipes qui sont à la recherche de performance, surtout de performance et l'image aussi, ça m'étonnerait qu'il n'y a qu'une seule personne qui se dise je vais détruire toute une équipe et que je vais me doper, sachant que c'est les coureurs eux-mêmes ils n'ont pas le temps de gérer tout ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui gèrent ça pour eux derrière et c'est bizarre qu'ils sont pas au courant, quoi. Moi, personnellement, ce Tour de France-là, j'en suis bien loin, malheureusement. Il boude Eddy. Non, mais c'est pas que je boude, c'est que déjà, j'ai vraiment du mal à vibrer, déjà par le plateau de cyclistes qu'on a. Et puis voilà, ce sont toujours les mêmes histoires. Déjà, le Tour de France a commencé avec l'histoire Armstrong. Ouais. L'histoire Armstrong, ces soldats tombent un par un. Là, au bout d'une semaine, on tombe sur l'affaire Cofidis. C'est ce qu'on voulait qu'on ajoute.
Et c'est triste, mais voilà. Ce qu'on quoi. peut ajouter, c'est que bon, Di Gregorio, ça fait 1 an qu'il est suivi par la police quand il était chez Astana, une équipe kazakh. Donc ça fait plus d'1 an qu'il est suivi. Après, pour répondre clairement à ta question, Manu, je pense que c'est impossible que l'équipe ne soit pas au courant. C'est quand même l'équipe qui prend l'hôtel le soir, qui réserve l'hôtel. L'équipe serait au courant si quelqu'un vient pour donner des comment c'est sécurisé. Et je me disais, et puis le naturopathe, il le connaît, il est là sur le tour. Il est là sur le tour, il était là avec les valises. Ça me paraît impossible que l'équipe ne soit pas au courant. La question que je te pose me dit, mais pourquoi, s'il est suivi depuis aussi longtemps, pourquoi on le prend que pendant le Tour de France? Est-ce que c'est pour la médiatisation, c'est ça? Et puis on veut du flagrant délit. Pour prouver surtout, on a de la chance d'avoir un directeur du Tour de France, Monsieur Prudhomme, qui est vraiment qui lutte contre tout ça. Donc lui, il n'a pas peur, et c'est vraiment ça marque un coup fort pour les autres coureurs du Tour de France. Après, ce qui est sûr, et ce que tu disais très bien tout à l'heure, c'est que les produits dopants sont très très en avance sur le contrôle antidopage. Donc quoi qu'il arrive, on peut pas être sûr. Et je pense qu'Armstrong l'a compris depuis bien longtemps. Bien sûr, ils l'ont tous compris. Oui. Et côté compétition, on voit le barreau d'honneur, même si l'étape d'aujourd'hui nous réserve encore beaucoup de surprises, on voit le barreau d'honneur quand même de Monsieur Wiggins, Bradley Wiggins. Il en a combien 2 minutes 2:40 d'avance. 2:05 sur Christopher Froome, son coéquipier. Son coéquipier qui, c'est le seul qui a pu le mettre en difficulté. C'est bien dommage qu'il soit de la même équipe. C'est ce que je me disais. Parce que pour faire, excuse-moi tout couper dit, mais pour faire revenir, donner plus de puissance à ce Tour de France et plus d'attractivité. Donc pour toi, Linden, il a déjà gagné le Tour de France. Pour moi, il a gagné parce que aujourd'hui, on a vu que Cadel Evans a une course difficile, et encore, on aurait pu dire qu'il aurait pu se rattraper sur les prochaines courses, mais on a vu comment il a terminé. Cadel Evans, il avait énormément de mal. Déjà que Wiggins avait aussi du mal sur la finition. En fait, celui qu'on a vu qui était bien, comme tu disais, Greg, c'est Christophe Froome. T'en as deux, t'as Nibali qui a essayé d'attaquer 2-3 fois. Mais après, il est trop loin. Et puis là, le problème, c'est que Nibali, il a pas d'équipe parce qu'on pensait qu'Ivan Basso pourrait l'aider. Et le problème, c'est qu'Ivan Basso, il a la rue totale. Donc, ce qui était marrant, c'est que sur l'étape d'hier, Christopher Froome, et Wiggins reviennent sur le groupe de Nibali. Et là, Christopher Froome met une énorme attaque. Il y a personne qui peut suivre. Et il se retourne et voit que Wiggins peut pas suivre et que Wiggins est à la rue. Mais on lui fait un appel micro, je crois. Oui, voilà, et après, heureusement qu'il y a les oreillettes, parce que s'il n'y a pas les oreillettes, lui, il part. Il part pour aller gagner la course, il se dit, bon, allez, on va finir. Mais ceci dit, on peut penser, peut-être que Wiggins est dans un jour sans hier, on peut penser aussi que, peut-être que Froome aura aussi un jour sans. Surtout s'il devient le lieutenant de Wiggins. Parce que là, les rôles sont clairement définis. Froome est le lieutenant de Wiggins. Non, mais de toute façon, que Wiggins c'est un coup de moins bien ou non, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le seul concurrent qu'il a, c'est son coéquipier. Et quand il veut l'attaquer, il y a le directeur de course qui dit non, recule. Donc, qui a déjà gagné une étape dans ce Tour de France. On va pas mentir plus longtemps à nos auditeurs. C'est un bien triste Tour de France. C'est vrai que heureusement où le plateau n'est pas relevé. Les Français sont là pour. Heureusement que les Français sont là, mais encore. Un énorme numéro. Vauclair, c'était sympa. Dieu sait que je l'ai suivi pendant des années et tout, mais quand on voit ses problèmes de santé avant le Tour, l'étape d'hier. Voilà, c'est un Tour de France sans saveur. Pour moi, c'est un Tour de France sans saveur avec un parcours super plat. Messieurs, moi je vous dis une chose. Attention à la fringale. Attention à la fringale. Dans les Pyrénées, parce qu'il y a 2 étapes de Pyrénées qui sont très très violentes. Attention à la fringale de Monsieur Wiggins, parce qu'on l'a vu dès que ça monte très très haut, dès qu'il y a des sommets à plus de 2000 mètres, il est pas au top. Et puis après, qui pourrait l'attaquer? Nibali, s'il est en bonne forme, et s'il aime vraiment une fringale, Froome va jouer sa carte. Voilà. Les rôles s'inverseront dans l'équipe peut-être. Eddie, je te sens un peu défaitiste, tu sais quoi, le Tour 2013, le Tour du centenaire part de Corse. Donc je peux te dire qu'à mon avis, ce sera le plus beau tour que tu n'auras jamais. C'est le Corse qui me dit ça. C'est le Corse qui me dit ça. C'est la mi-temps dans les studios d'IDFM 98 FM, et oui, ça tombe bien. Et on passe à notre second débat du jour. Un événement un peu plus heureux, un événement même historique. Roger Federer a remporté dimanche son 7e Wimbledon, son 17e Grand Chelem. À 30 ans, le Suisse retrouve sa place de numéro 1 mondial et égale le record détenu par celui qu'il appelle son idole, Pete Sampras, et ses 286 semaines en position de numéro 1 mondial. On revit cette balle de match en immersion à Wimbledon et on en discute juste après. The greatest of all time. Federer in 4 sets.
Messieurs, votre avis sur la question, peut-on dire que le grand Roger Federer est le plus grand joueur de tennis de l'histoire de ce sport? Grand champion, ça tout le monde le sait, et puis c'est plus à prouver. Grand champion par son attitude, par son mental, par l'image qu'il a de grand sportif. Mais un grand champion quand même, quand on sait le déficit mental qu'a Roger face à Rafael Nadal, là... Il a gagné. Chagrine, toi, à chaque fois. Mais oui, parce que c'est ça. Non, mais c'est ça le romantisme du sport. C'est toutes ces histoires-là. C'est le Real qui a du mal face au Barça. C'est Federer qui a du mal face à Nadal. Federer, quand on regarde ses derniers grands chelems qu'il a remportés, Wimbledon cette année, c'était face à Murray. Melbourne en 2010 c'était face à Murray, en 2009 c'était face à Roddick, en 2009 à Wimbledon c'était face à Roddick, en 2009 à Roland Garros c'était Söderling, et à chaque fois ces dernières années qu'il a remporté un tournoi du Grand Chelem, c'était des années où il n'a pas rencontré Nadal. Est-ce que c'est de sa faute si Nadal sort au deuxième tour? C'est pas de sa faute. Non mais je pense Nadal il est même pas capable d'aller en finale sur ce tournoi-là. Je pense qu'un champion de la trempe de Federer, même pour lui, il manque ça manque de saveur, même pour lui. Je sais pas. On se souvient de matchs l'année dernière, le match face à Djokovic, c'était un match de haut vol, une grande prestation. Cette année, le tour Wimbledon, ça n'a pas été génial, mais comment dire, Federer, le champion qu'il est, ça se sent qu'il ne peut pas se contenter de victoires comme ça. Non, mais comment tu peux contredire aujourd'hui les chiffres ils parlent pour Federer, c'est-à-dire que moi je regardais, je m'intéressais à... Non mais il n'y a pas que les chiffres. Non mais au final il y a pas que les chiffres. Mais tu regardes, mais je te dis pas ce que encore si les chiffres ils seraient serrés, OK, mais là les chiffres ils sont même très en avance. Par exemple, je parle même pas de Nadal parce que pour moi Nadal ne fait même pas partie des 5 plus grands tennisman de l'histoire. Ah bah c'est bon. Non, attends. Non, parce que si on parle de l'histoire, moi je regardais, tu parlais Sampras, t'as Jimmy Connors, McEnroe. Alors Linen, je crois que l'arbitre, puisqu'on a un arbitre à IDFM de tennis, a quelque chose à dire, écoute, par rapport à ce que tu viens de dire sur Nadal. Faute. Elle était fausse, je suis désolé. Après oui, moi aussi je peux. Attends, non, Nadal a été très fort à Monte Carlo, il le gagne chaque année, il a battu le record, il a battu le record de Roland Garros. Mais après moi aussi je peux dire que c'est pas un joueur, il est très fort sur terre battue, il a gagné le tournoi, mais aujourd'hui tu compares Federer quand même, aujourd'hui il a gagné 4 Open d'Australie, il a eu du mal à aller chercher Roland Garros, même s'il a gagné contre Söderling, c'était bien ça la finale contre Roland Garros, il a quand même gagné Roland Garros. Bien sûr. Regarde combien de temps Pete Sampras il s'est battu pour avoir ce Roland Garros, et le maximum qu'il a fait c'est une demi. Aujourd'hui Federer il est incontestable, et au niveau de, pour tous les tennisman qui de l'ère Open, il est incontestablement le meilleur. Non mais l'histoire n'est pas là, c'est clair que Federer est un grand champion, mais dans ce romantisme qui est le sport, il y a quelque chose derrière, on le sait tous. Federer, même lui il le sait, il se dit j'ai gagné Wimbledon, mais c'est pas face à Nadal. Là où on attend Federer. Je vais un peu dire mon analyse, je pense que si il devait enchaîner un Djokovic en demi et un Nadal en finale, il gagnerait pas, et c'est ça qui fait que ce n'est pas le plus grand champion de tous les temps. Non, c'est ça. Arrête. C'est ça. Aujourd'hui, il a un classement, ATP, il est devant les deux. Classement ATP, arrête, il y a encore un mois, comment il s'appelle, mon fils? Messieurs, pas en même temps. Mon fils était dans le top 10, du classement ATP. Écoute, qu'est-ce qu'il dit? Même s'il les rencontre pas, il les rencontre des fois, même s'il les rencontre pas directement, il a les deux concurrents dans le classement ATP, et pour l'instant, il est devant, même si c'est pas de sa faute si Nadal. Voilà, je suis d'accord. Nadal, moi, je te dis, Nadal, il devait gagner Wimbledon, on le sort au deuxième tour. Ça reste un champion, chez champion, parce qu'on se rappelle quand même. Bien sûr. Même dans le tournoi, Julien Beneteau au 3e tour. Non mais on parle de Federer, tu me parles de Julien Beneteau. Mais il a 2 points du match, Julien Beneteau. Ouais, il mène 2 points du match. Il mène 2-7-0, il a 2 points du match. Donc là, il arrive à s'en sortir. En 8e contre Malice, il est blessé aux 2. Il fait appel au kiné, il a un 7 partout, il est pas bien, il s'en sort. Ouais. Et après, il va chercher sa finale, et en finale, bien sûr. Il est mené un 7-0. Non mais attendez, on est d'accord. On n'est pas là pour dire, je ne suis pas là pour dire que Federer est une pipe et qu'il sert à pas. Tu dis rien. Fait pas non. Direct, et même au contraire, mon préféré dans ce circuit-là, ça reste Roger, parce que par tout ce qu'il apporte dans le tennis et par l'image qu'il apporte à tous les jeunes sportifs du monde entier, c'est quelque chose de génial. Mais après, il y a cette pointe, cette tache noire dans son palmarès, dans son histoire, face à Nadal. Et tant qu'il n'aura pas battu ça, il ne sera pas le plus grand champion de tous les temps. Après, il va peut-être le faire à Wimbledon aux Jeux Olympiques. Oui, mais c'est vraiment le complexe du Real face au Barça. Et que le Real a battu face au Barça, mais il a pas aussi une finale facile. Il a eu quand même, moi je pense qu'une finale contre Murray à Wimbledon était beaucoup plus difficile que de jouer psychologique face à Nadal. Un énorme en demi-finale. Oui, mais vous l'aspect psychologique d'une finale face à Nadal n'est pas la même. Mais non, la finale la plus difficile,
en tout cas sur ce tournoi-là, sur la forme des joueurs ou autre, c'était une finale contre Murray. Donc il est tombé sur l'adversaire. Il est tombé sur l'adversaire le plus solide et il a montré qu'il était capable de le battre. Je pense que si Nadal, on n'a pas la preuve, mais si Nadal aurait été à ce moment-là en finale contre Federer l'aurait battu quand même parce que Murray est arrivé à un niveau, pas qu'il est au-dessus de Nadal, mais dans ce contexte cette année-là et sur cette surface, il est au-dessus de Nadal. Non, moi je pense vraiment le champion qu'il est, il a ce goût d'inachevé. Il a ce goût de j'ai gagné, mais c'est pas face à Nadal. J'ai gagné tous les grands chelems. Je pense que son seul goût d'inachevé, c'est qu'il a pas gagné encore les Jeux Olympiques. Exactement. Et là, il est dans 3 semaines à Wimbledon. Là, ça va être un beau tournoi. Et messieurs, je vous rappelle, on joue qu'en 2-7 aux Jeux Olympiques, donc ce qui avantage Roger Federer. Donc attention à Mr. Roger. Là, ça va être un beau tournoi. En tout cas, Roger n'est pas mort. Initiative Sport non plus. Encore une belle émission passée avec vous, chers auditeurs, et avec vous, chers chroniqueurs. Merci beaucoup, Eddy. Merci beaucoup, Linden. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Diego Forlan. Merci à toi, Manu, Manu réalisateur. Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. On le refera peut-être dans très longtemps. On va quand même chercher un réalisateur d'ici là. Merci à tous, chers auditeurs. Surtout, n'oubliez pas de retrouver toutes nos émissions sur YouTube et sur nos profils Facebook. Linden, je sais que tu as l'habitude de rappeler où nous retrouver sur les le Twitter et tout, Initiative avec un E au début. Allez, on va même épeler aujourd'hui l'initiative. C'est E-N-I-T-I-A-T-I-V-E-S. Voilà. Ah, l'arbitre, c'est DJ Level qui va revenir, qui doit me rappeler. C'est fini, donc passez une agréable journée tout de suite ici et ailleurs. Bonne journée et bon après-midi à l'écoute d'IDFM. IDFM Radio Anguin 98 FM